Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Traité des caresses, écrit et publié par le docteur Leleu en 1982. Ce livre m'a particulièrement touché par la richesse des informations qu'il contient et à quel point le sens du toucher est important pour le bon développement et le bien-être de l'être humain. L'auteur s'appuie sur son expérience en tant que médecin, sexologue et thérapeute, mais aussi sur les expériences scientifiques qui ont été réalisées par ses confrères sur le sens du toucher. Ce livre a aussi la particularité à ne pas être que scientifique. On y retrouve également la sensibilité de l'auteur, notamment par de l'humour, des témoignages ou des poèmes. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Le Traité des caresses de Dr Leleu. Mai 1980. Assis à même la moquette, nous sommes 30 médecins et psychologues à écouter deux conférencières très particulières. Dans le cadre de la session de printemps de l'Institut de sexologie, l'organisateur, homme remarquablement électique, a invité deux ex-prostituées recyclées dans le massage érotique. Au départ, leur motivation était d'exploiter la lubricité présumée de leurs clients. Elles n'avaient aucune notion de massage thérapeutique, ni aucune formation psychologique. Leurs confidences n'en ont été que plus bouleversantes. Leurs clients n'étaient nullement de vieux pervers. Leur âge s'échelonnait de 18 à 60 ans, le plus grand nombre ayant entre 18 et 32 ans. Ils n'étaient pas davantage des déséquilibrés psychiques ou sexuels patents, et aucun n'a tenté de les agresser de quelque façon que ce soit. Enfin, leurs origines sociales étaient fort différentes. Ils espéraient recevoir, par les caresses de ces femmes, l'apaisement qu'ils ne trouvaient pas auprès de leur épouse, même lorsqu'ils affirmaient avoir une vie sexuelle satisfaisante. Ils revenaient régulièrement et, de séance en séance, paraissaient s'épanouir. De leur côté, les masseuses qui n'éprouvaient au début que mépris pour leurs clients réalisèrent qu'elles remplissaient véritablement un rôle thérapeutique. Aujourd'hui, les salons de massage érotique et les groupes de massage californiens, massage thérapeutique élaboré par un couple de psychologues des haleines et qui vise à apporter une détente euphorique au corps et à l'esprit, se multiplient en France. En outre, je suis persuadé que les clients des médecins, des kinésithérapeutes, des coiffeuses et des manucures ont aussi un besoin inconscient de contact humain au sens tactile et psychologique. À leur insu, ces professionnels ont dans leurs mains un étrange pouvoir qui dépasse leur art. Le manque de caresses peut avoir une dimension universelle. J'ai recueilli des confidences de femmes et d'hommes insatisfaits de leur vie sexuelle, et j'étais frappé par le fait que leurs doléances concernaient non tant la pathologie classique de la sexologie, frigidité, impuissance, éjaculation précoce, anaphrodisia, etc., mais plus le manque de tendresse de la partenaire. Néanmoins, j'ignorais que le manque de caresses pût être d'une acuité telle qu'il pousse des hommes à payer des femmes pour le combler, ou qu'il puisse engendrer les pires maux. Mélanie est mariée à un manager, sportif de surcroît. La semaine, elle ne le voit guère, trop pris par ses affaires qui le conduisent d'un bout à l'autre de l'Europe. Quant au samedi et au dimanche, il est accaparé par le tennis et le cheval. C'est un battant. Le malheur, c'est qu'il mène aussi rondement mais moins efficacement sa vie intime. Prélude tellement malhabile que Mélanie abrège et, pour en finir, réclame l'acte sexuel. Lequel est tellement insatisfaisant qu'elle me fait cette déclaration inouïe et qui en dit long sur leur disharmonie. C'est pas drôle d'être secoué comme un prunier. Heureusement pour elle, le coït est bref. Pourtant, cet homme dit à sa femme qu'il l'aime. Sans doute n'aime-t-il pas la femme. Mélanie consulte pour des troubles divers qui alternent et récidivent. Cystite, colite, douleur dorsale, mastose, migraine. Après chaque consultation, elle va mieux durant 2 ou 3 semaines, puis elle revient avec de nouveaux troubles. Pendant une longue période, je ne la revis plus. Sans doute mon pouvoir s'était-il usé et était-elle allée soumettre ses maux à un confrère. 1 an plus tard, elle réapparaît, radieuse. Elle désire juste une prescription de contraceptif. Le dos, décontracturé. La vessie, on n'en parle plus. Les intestins, dénoués. Jusqu'au noyau de mastose qui ont fondu, les seins sont souples et indolores. L'artisan de cette métamorphose, un amant qui l'idolâtre. Son corps qui réclamait à grands signes qu'on le touche est guéri, adoré, glorifié.
Gilles est le spécimen des patients qui embarrassent les médecins et concourent au déficit de l'assurance maladie. Il a trop de symptômes pour être malade. Vertige, maux de tête, tête vide, angoisse, étouffement, poing au cœur, palpitations, douleurs abdominales. Depuis plusieurs années, il a offert ses troubles à de multiples généralistes et spécialistes. Il a subi des examens aussi nombreux que coûteux, reçu des traitements aussi variés qu'onéreux, le tout inutilement. Gilles est malade d'amour, ou plus exactement d'un manque d'amour. Or, l'amour, ça ne se prescrit pas sur ordonnance. Il est marié à une de ces épouses modèles qui ne refusent presque jamais le devoir conjugal, mais qui sont dénuées de toute fantaisie, fantasme, tendresse et chaleur. Une femme aux mains trop froides, trop raides, trop honnêtes. Le sexe est soulagé, mais le corps crie famine. Ce qui était remarquable dans la pathologie de Gilles, c'est que seuls les massages le soulageaient. Il fallait toujours allonger les prescriptions de kinésithérapie. Il n'y a que cela qui me fasse du bien. Tout vient de mes vertèbres. Gilles est guéri. Je doute que ce soit uniquement l'effet du magnésium que je lui prescrivis. Il a divorcé et épousé une kinésithérapeute. Elle ne lui a jamais administré un seul massage thérapeutique, mais on peut imaginer qu'une femme, dont la vocation est de guérir avec les mains, devait amplement aimer avec les mains. La peau, 1 500 000 récepteurs en attente. On s'extasie de ce que perçoivent les yeux, les oreilles et la bouche. Et pourtant, le plus généreux de nos organes sensoriels, c'est notre peau. Elle nous donne, tandis que nous baignons dans la sphère utérine, les caresses suaves de l'eau amniotique, alors que les autres sens appartiennent encore au néant, hormis l'ouïe qui capte, assourdi, les chants et les fureurs du monde. Après la naissance, alors que le froid, les bruits, la lumière aveuglante et la dureté des objets agressent nos sens, notre premier bonheur, c'est la peau qui nous l'offre, à l'instant où notre mère nous blottit contre elle. Plus tard, quand l'amour vient à l'homme, la voix et la vue de sa bien-aimée ne lui suffisent pas. Il s'impatiente de la presser contre sa peau. Il en est de même pour la femme. Nous constatons également qu'il ne suffit pas aux gens de voir leur prophète, leur chef ou leur idole, il leur faut les toucher. La peau est cette pellicule d'un tissu spécifique qui recouvre la périphérie de notre corps, se prolongeant sur les extrémités, doigts, oreilles, etc., et s'invaginant dans les orifices naturels. Pour moi, la peau comprend non seulement les téguments ordinaires, si je puis dire, qui recouvrent le corps, mais aussi le revêtement des lèvres, des mamelons et de l'aréole des seins. Elle comprend enfin le parement des organes génitaux externes, à savoir la vulve, le clitoris et le vagin, le pénis et son gland. La peau n'est pas un banal fourreau de cuir. Ses rôles sont multiples. C'est la peau en tant qu'organe des sens, le toucher, qui nous intéresse. C'est la plus étendue de nos surfaces sensorielles. 18 000 cm² chez l'adulte, 2500 chez le nouveau-né. L'ouïe, la vue, l'odorat et le goût n'occupent que quelques centimètres. C'est aussi la plus riche en récepteurs, 1 500 000 au total. Après le cerveau, la peau est sans doute l'ensemble d'organes le plus important, dit Ashley Montagu. Et il ajoute plus loin, un être humain peut vivre aveugle, sourd et manquer totalement de goût et d'odorat, mais il ne saurait survivre un instant sans la peau. La peau est formée de 2 couches principales, l'épiderme et le derme, elles-mêmes stratifiées en différentes sous-couches. La couche superficielle de l'épiderme, dite couche cornée, peut être réduite à quelques strates. Dans ce cas, la peau est fine et souple, ou peut être faite de strates multiples. Dans ce cas, elle est un véritable cuir. La couche profonde du derme, dite hypoderme, contient des lobules adipeux. Selon l'importance de cette graisse, la peau est plus ou moins épaisse. Elle est particulièrement sensible lorsqu'elle est fine, c'est-à-dire lorsque la couche cornée et la graisse sont minces, ou mieux, absentes. C'est le cas des zones les plus érogènes, lèvres, seins,
Vulve, gland du clitoris et du pénis, vagin. La peau du corps s'épaissit et s'insensibilise lorsqu'elle est en contact permanent avec des tissus rugueux. C'est pourquoi les ordres font porter aux religieux des vêtements de bure et les couchent dans des draps râpeux. Inversement, les femmes aisées et les aristocrates qui portaient des tissus doux, soie, linon, taffetas, mousseline, velours, conservaient une peau plus réceptive. L'apparition des tissus de synthèse, nylon et autres, démocratisant la douceur des étoffes, préserve la sensualité de toutes les peaux. La peau des travailleurs manuels s'épaissit non seulement au niveau des mains, mais également aux coudes, aux épaules, au cou, au dos et aux genoux. La couche cornée hypertrophiée y forme des callosités et des blindages. Heureusement, la technologie décharge de plus en plus l'homme des tâches pénibles et il n'aura bientôt plus qu'à surveiller des pupitres ou des robots. En attendant ces temps nouveaux, ceux qui mettent encore les mains à la pâte doivent prendre soin d'elles, les protéger par des gants, les brosser avec des savons acides, les nourrir par des crèmes revitalisantes, afin qu'elles gardent leur sensibilité et leur douceur. La texture et le grain de la peau peuvent changer selon que son porteur est plus ou moins caressé et caressant. Un être tendre aura une peau veloutée, souple, affinée. Un être sans tendresse aura une peau sèche et dure. Plus une peau est caressée, plus elle est sensible. La peau est bourrée de milliers de récepteurs, 8 à 135 au centimètre carré, en alerte permanente, qui captent les stimulations venues de l'extérieur, ces merveilleux petits détecteurs, à qui l'on doit nos délices, mais aussi nos supplices, sont les origines des nerfs sensitifs. Dans l'épiderme, ils se ramifient comme lierre sur mur. Dans le derme, ils s'enchatonnent dans des capsules. Nerfs et capsules forment un corpuscule. Les plus célèbres des corpuscules sont ceux de la volupté, dits corpuscules de Croze, qui se trouvent sur le gland du clitoris et du pénis, et sans doute dans d'autres zones érogènes. C'est à eux que nous devons de perdre la tête. Ces micro-organites ont bouleversé le cours de bien des vies, et sans doute, parfois, le cours de l'histoire. Enfin, on trouve dans la peau, principalement dans le derme, des vaisseaux. Dans les zones les plus érogènes, la richesse vasculaire est extraordinaire, d'où leur aspect rouge, lèvres, mamelons, glands, vulves, vagins. Les vaisseaux s'y groupent même en plexi, enchevêtrement très dense et encore érectile, véritable éponge de sang. On ne sait pas à quel point la peau est finement sensible. On la croit un organe sensoriel grossier, sentant vaguement les stimuli, à moins qu'il ne soit fort. Ce serait le débile de nos 5 sens, tellement inférieur à l'ouïe et à la vue, les plus nobles d'entre tous. On se trompe, c'est le plus fin. Certaines zones peuvent apprécier des pressions de 2 mg ou discerner l'écartement de 2 pointes de compas distantes de 1 mm. La peau peut mieux apprécier les différences de contact que l'oreille les intervalles entre 2 notes. Un intervalle est la différence de hauteur du son toutes les 2 notes. Si l'on soumet la peau à une vibration de fréquence rapide, elle peut détecter des interruptions de 10 millièmes de seconde. Des chercheurs ont mis au point, pour les aveugles, des langages cutanés basés sur les pulsations d'un appareil électronique. La peau est alors capable de déchiffrer des messages compliqués et rapides. L'aveugle lit véritablement avec sa peau. On a dit que Helen Keller, sourde, muette et aveugle, goûtait la beauté d'une symphonie avec la plante de ses pieds en percevant les vibrations du plancher. Cette faculté de la peau d'analyser toutes les nuances, tous les degrés d'un stimulus et ses significations émotionnelles est admirable. La peau est sensible au contact, au froid et à la chaleur, à la douleur. En ce qui concerne la sensibilité tactile, le stimulus efficient est un contact léger, entraînant une variation minime de pression.
Le seuil de la sensibilité est la valeur du poids minimum qui, appliqué sur une surface donnée, fait apparaître la sensation tactile. Le seuil est variable selon les zones. Pour le visage et la pulpe des doigts très sensibles, le seuil est de 2 mg. Pour la face dorsale des doigts et de la main, il est de 15 mg. Le seuil varie aussi avec les individus. Les poils constituent des dispositifs amplificateurs des impressions tactiles, abaissant le seuil de sensibilité quand ils sont concernés par l'excitation. Les caresses superficielles, comme l'effleurement par la langue ou la pulpe du doigt, s'adressent à cette sensibilité. Pour la sensibilité thermique, le stimulus est la variation de température de la peau au contact d'un élément qui apporte ou absorbe des calories. Le seuil de sensibilité thermique dépend des zones. La sensibilité est exquise au niveau du mamelon, le froid l'érige, importante au niveau des joues, les repasseuses y testent la température de leur fer, moindre au niveau du dos et de la main et de l'abdomen. Le gland du pénis est insensible au froid. La chaleur de la main est une composante du plaisir de la caresse. Seules des mains réchauffées éveilleront des sensations agréables. Quant à la sensibilité algique, le stimulus qui engendre la douleur est un excès de pression ou de température, en plus ou en moins, ou une effraction. Le seuil de sensibilité algique est élevé. La sensation douloureuse ne se déclenche que pour les agressions conséquentes, signalant à l'organisme une atteinte de son intégrité. On peut admettre, pour une caresse, un certain degré douloureux, accepté et acceptable par un esprit sain. C'est le cas des pincements ou des morsures. Cette sensibilité de la peau aux stimuli s'appelle sensibilité extéroceptive. Les vaisseaux qui irriguent la peau sont également sensibles. C'est la sensibilité cutanée interoceptive. Les caresses provoquent une vasodilatation et un afflux de sang. Ces modifications entraînent une excitation agréable des fibres nerveuses entourant les vaisseaux. Les sensations sont maximales dans les zones érogènes, gorgées de sang en raison de leur richesse vasculaire. Les caresses, quand elles sont appuyées, et le corps à corps des amants, mettent en jeu les sensibilités profondes, c'est-à-dire celles des organes situés sous la peau, les aponevroses, les muscles, les tendons, les ligaments, les articulations, etc. Les stimuli sont des pressions exercées, les contractions effectuées, les déplacements réalisés. Cette sorte de sensibilité est dite proprioceptive. Les vaisseaux et les viscères peuvent être également concernés. Les stimuli sont les variations de pression et de calibre des vaisseaux et la distension des viscères. Cette sensibilité se nomme viscéroceptive. Qu'est-ce qu'une sensation érotique ? Les réponses, ou plutôt l'absence de réponse des physiologistes et des psychanalystes, leur distinguo entre sexualité et érocité, ont semé la confusion. Revenons-en au bon sens. Dans le sens le plus direct et le plus court, une sensation érotique est une sensation agréable qui incite à l'accouplement sexuel, autrement dit, une sensation qui éveille le désir sexuel et produit au niveau du corps, et plus particulièrement des organes génitaux, certains préparatifs à l'acte coïtal. Cependant, les êtres savent, le plus souvent, mettre une distance entre l'excitation et l'acte ou même le désir. Dans un sens plus modéré, la sensation érotique est donc une sensation agréable qui incite à se rapprocher d'une autre personne sans forcément engendrer le besoin systématique de coït. C'est le cas de ce que l'on appellera la caresse gratuite. La notion d'une autre personne est ce qui différencie l'agrément des sensations érotiques des autres plaisirs, comme ceux de manger, boire, se chauffer au soleil, etc. Tous les états de bien-être relèvent de la sensualité. L'érotisme n'en est qu'une des modalités, c'est la sensualité de la sexualité. L'auto-érotisme, c'est-à-dire la faculté de s'exciter soi-même par caresse et masturbation, n'affirme pas le principe de l'élan vers une autre personne. L'adulte qui s'auto-érotise fantasme le partenaire ou est son propre partenaire. Quant à l'enfant qui se donne du plaisir,
Il se contente d'utiliser l'appareil prédestiné au rapprochement. D'où naissent les sensations érotiques? Y a-t-il une sensibilité érotique spécifique? Dans le gland du clitoris et du pénis, il existe des corpuscules de la volupté de Croze. Pour le reste, des revêtements sexuels et pour l'ensemble de la surface corporelle, il n'a pas été mis en évidence des récepteurs spécifiques du plaisir. Et la physiologie n'a pas décrit un système nerveux propre à l'érotisme. Aussi, ce qui fait qu'une sensation est érotique relève encore du domaine du mystère. Quand une stimulation érotique arrive au cerveau, elle passe par les couches anciennes ou archéo-cerveau, siège des instincts. Il développe la réponse sexuelle dans tout le corps et les organes génitaux, congestion, lubrification, etc. Puis la sensation atteint le cerveau, moyen ou thalamus, siège de la vie affective. Elle y prend sa teinte émotionnelle, agréable ou douloureuse. Enfin, elle aboutit au cerveau supérieur ou cortex qui l'évalue, l'accepte ou la récuse et autorise ou interdit le passage à l'acte, selon l'environnement, le contexte affectif et compte tenu de l'éthique. Toute stimulation est agréable primitivement, sauf celle qui dépasse le seuil douloureux. Le bien-être est le fruit de toute vibration sensorielle, pour peu que le cortex l'avalise. Alors que la sensation est plaisir, le cerveau est censure. Le plaisir est une disposition d'esprit, et la lutte est permanente entre la sensation agréable et le contrôle du cerveau. En principe, les contacts fortuits des transports en commun nous irritent, car notre censeur veille, mais on peut imaginer qu'il baisse la garde, et alors ces contacts peuvent être agréables. De même, les attouchements volontaires d'un partenaire avec qui l'on est brouillé révulsent, mais le plaisir de la caresse peut être plus fort que la rancune et faire céder les défenses corticales. C'est la réconciliation sur l'oreiller. À moins que le cortex ne cède primitivement sous l'effet des tendres paroles et n'autorise à ressentir le plaisir. La peau manifeste le plaisir de multiples façons. L'horripilation est le hérissement des poils par contraction des muscles horripilateurs. Cette chair de poule est produite soit par une stimulation directe, contact ou froid, soit par une émotion, plaisir ou peur. Dans ce cas, elle est provoquée par la décharge d'adrénaline du stress. Gageons que, dans un lit, c'est de plaisir que l'on frissonne et se ripile. Nous verrons l'importance que l'éthorologie orientale accordait à l'horripilation. La vasodilatation est l'augmentation de calibre des vaisseaux qui provoque un afflux de sang. Elle est particulièrement marquée au niveau des lèvres, des seins et des organes sexuels. Elle fleurit aussi sur tout le territoire cutané en une vague diffuse ou en taches. Curieusement, la congestion érotique est agréable, alors que la congestion pathologique d'un organe est douloureuse. Cette vasodilatation fait donc rougir la zone caressée, qui de blanche ou de rose vire à l'écarlate. C'est pourquoi le rouge est la couleur symbolique de l'amour. De plus, elle se réchauffe. De froid ou tiède, la zone érogène devient chaude. Les expressions, un baiser brûlant, le feu aux fesses, ne sont pas des métaphores. On brûle d'amour, on se consume de désir, on est dévoré par les flammes de la passion. Rêver de feu, de flamme et d'incendie est signe d'un grand amour, prétendent les onirologues. L'apparition de sécrétions est une autre manifestation du plaisir. La surface des zones les plus érogènes sécrète un liquide. C'est le cas de la bouche, salivée de plaisir, et des organes génitaux, mouillés de bonheur. Les téguments eux-mêmes peuvent perspirer, être moites d'émotion. Lorsque deux êtres se rencontrent, ils peuvent sympathiser ou se révéler antipathiques, s'attirer ou se rejeter. C'est l'irrationnel qui commande, le plus souvent, mais l'analyse pourrait y déceler la conjonction de souvenirs prédéterminants et de sensations actuelles, visuelles, auditives, olfactives et cutanées, car il se passe de curieuses réactions à la surface de notre peau. Le contact cutané avec une autre personne peut être agréable ou désagréable d'emblée.
Sa peau peut produire une attraction ou une répulsion, comme des charges électriques de signes contraires s'attirent et de signes identiques se repoussent. On dit que le courant passe ou ne passe pas. À mon avis, le magnétisme entre les êtres, cet attrait ou ce rejet, est authentiquement dans la peau, autant que dans la tête. C'est un phénomène physique autant que psychique. Entre l'homme et la femme, les phénomènes attractifs sont puissants et éminemment sélectifs. Le tact joue un rôle important et sélectif. Un simple contact, un effleurement, une pression peut troubler. Cependant, n'importe quel homme ne trouble pas n'importe quelle femme, et vice-versa. L'attraction croît pendant les caresses, jusqu'à être ressentie par la pulpe des mains comme une attirance magnétique. L'amant a l'impression que ses doigts collent à la peau de l'autre. Les forces en jeu sont parfois si violentes que des états extatiques peuvent survenir au cours d'un baiser, d'une étreinte. Les amants, plaqués comme aimant limaille, ne peuvent plus se détacher. Il l'a dans la peau, elle de même. Il y a effectivement des phénomènes électromagnétiques au niveau des peaux, dont l'effet Killian est partie prenante. Mais n'allons pas plus loin, laissons à l'amour sa part de mystère. L'olfaction précède la peau dans l'attirance des êtres. Les glandes à mucus situées, entre autres, dans la sphère génitale et périnéale, émettent des sécrétions aromatiques dont les molécules évaporées participent à l'aura qui entoure l'individu et à l'attrait qu'il exerce. Chez les animaux, l'effet attractif des odeurs s'exerce à plusieurs kilomètres. La peau, et cela est fondamental, a la même origine embryonnaire que les organes des sens. Vue, ouïe, odorat, goût. Et le système nerveux, nerfs, moelle, cerveau. Les trois types de tissus proviennent de l'ectoderme, le troisième feuillet embryonnaire. En vertu de cette parenté d'origine, la peau et le système nerveux auront des interactions étroites, ce que traduit une foule d'expressions, comme avoir les nerfs à fleur de peau, être bien dans sa peau, ce qui signifie en fait être bien dans ses nerfs, ce que démontrent aussi les maladies de peau apparaissant lors de perturbations psychiques. Inversement, toute perception cutanée a une connotation psychique intense. Le toucher n'est pas une simple sensation physique, il est émotion et communication. C'est par notre peau que nous ressentons, aimons, détestons. C'est par le toucher des lèvres et du corps que nous établissons notre première communication, première dans notre histoire, qui demeurera première dans notre vie. Première partie. De la mer à l'amante. Chapitre 1. Le paradis perdu. L'homme a toujours besoin de caresses et d'amour. Sa mère l'en abreuve alors qu'il vient au jour. Alfred de Vigny. Celle que l'on a dans la peau, la première et pour toujours, c'est bien notre mère, parce qu'elle nous a portés dans le creux de son corps, la peau baignant dans sa mer intérieure, tandis que son sang nous transfusait, parce qu'elle nous a portés ensuite dans ce nouveau creux, entre bras et seins, sa peau imprégnant la nôtre, tandis que son lait nous remplissait. Si cette période fut agréable, nous n'aurons de cesse de retrouver le paradis perdu. Si elle fut frustrante, nous nous efforcerons de rattraper l'occasion manquée, même si l'aspiration s'aversant en aversion, on joue au dur. Les blessés de l'enfance qui ont horreur des caresses finissent toujours par fondre de tendresse. Parce qu'elle nous a portés dans sa nuit, puis au grand jour, nous ne cessons de la porter en nous. La résolution de l'Oedipe ne tue pas cet amour, elle l'enfuit seulement. Ayant accompagné des mourants de tout âge, je sais qu'à l'heure de notre mort, c'est le même nom que l'on évoque, Stabat Mater, sublime. Mais le fils ou la fille renversée par le destin emporte dans l'autre monde la cruelle nostalgie d'un amour semblable. C'est que par la peau, femme ou homme, nous avons vécu avec notre mère un amour fusionnel, un corps à corps extatique. On se souvient avec précision d'aucun de ces jours, de même qu'on n'a aucun souvenir des jours d'apprentissage où elle nous a tout appris. On ne se souvient pas de s'être tenu debout pour la première fois, ni de son premier pas, ni du jour où l'on a appris que B plus A faisait BA. Pourtant on sait marcher, parler et lire. Pourtant, notre cerveau aux cellules vierges enregistrait tout. Grodek prétend que s'il y eut des heures lumineuses, il y en y eut aussi des douloureuses,
et que l'amnésie recouvre le tout par prudence. C'est sans doute pourquoi nous ne nous souvenons plus de ces jours de béatitude où, anxieux, frileux, avides, tremblants de désir, nous nous nichions dans sa chaleur. Mais ce roman d'amour est écrit sur notre peau, inscrit dans nos muscles. Notre peau, notre corps a conservé l'empreinte de ces jours. Tout en nous, à notre insu, appelle un autre être à se glisser dans cette empreinte. Notre peau, comme notre corps, est un moule où l'on n'a de cesse de remplacer la chaleur d'un d'une autre. Quelque chose, quelque part en nous, réclame l'étreinte euphorique, murmure sourd de la nostalgie, cri étouffé de l'angoisse, hurlement désespéré des arts ou de la folie, toujours en nous par notre premier amour. Une liaison aussi dense, aussi longue, 2500 jours, égale à 365 jours fois 7 ans, âge de la résolution de l'Oedipe, laisse une marque indélébile qui influence notre comportement vis-à-vis de l'autre. La peau, source de plaisir. L'enfant, dans le ventre maternel, connaissait un paradis de chaleur, d'apesanteur, de quiétude, balancé par les mouvements de sa mère, bercé par le rythme de son cœur et le son de sa voix, ignorant la faim. Expulsé, il découvre le froid, la pesanteur, l'agitation, le bruit assourdissant, la lumière aveuglante, la solitude et la faim. Autant de sensations nouvelles, douloureuses et angoissantes. De toutes, la faim est la plus terrible, elle se traduit par un état de tension interne. Alors, l'enfant est mis au sein de la mère. Aussitôt, par tous ses sens, il retrouve le paradis perdu. Son corps blotti entre les bras et le corps de la mère, son visage contre son sein, peau contre peau, il retrouve la chaleur et la douceur d'antan. Il redécouvre aussi le balancement, le chant de la voix et les battements du cœur. Instinctivement, il a cherché à se saisir du mamelon pour le téter. C'est le geste le plus primitif de la nature humaine. Selon Pierre Bourg, Les racines de l'homme. Il ressent alors la sensation la plus voluptueuse de toutes. Dans sa bouche coule, onctueux et chaud, le lait. Sur le champ cesse son angoisse et bientôt sa faim. Cette réduction de tension apporte un bien-être ineffable. Par la peau et les lèvres, il vient de découvrir le plaisir. À ce stade dit oral, l'orifice buccal est la zone érogène prévalente. Le plaisir est lié à l'excitation des muqueuses buccales et centré uniquement sur elles. À chaque tétée, plusieurs fois par jour, des mois durant, l'enfant retrouve, blotti dans les bras de sa mère, suspendu à son sein, tous les plaisirs de la vie. Un bain de douceur et le rassasiement. Un tel conditionnement va lui donner, à tout jamais, l'envie de sentir contre sa peau et sur ses lèvres une autre peau. La tétée n'est qu'une partie de la geste maternelle, une des réjouissances qu'offre la mère par peau interposée. Il y en a bien d'autres, le bercement qui imite les mouvements en apesanteur de la vie utérine, le bain, plaisir suprême qui réactualise les joies aquatiques de la vie intérieure, la toilette, qui est l'occasion de tant de caresses et de baisers, le séchage, l'emmaillotement, qui sont autant d'occasions d'être manipulés, caressés, embrassés à l'infini, sans oublier les jeux de mains, de pieds et les chatouillements. Rien n'échappe à l'enfant dont la réceptivité à toutes les sensations et la disponibilité sont immenses. Il perçoit toutes les sortes de stimulations. Par sa sensibilité cutanée, extéroceptive, il enregistre les sensations tactiles, thermiques et les pressions. Par sa sensibilité profonde, proprioceptive, il ressent les contractions de ses muscles, les déplacements de ses articulations et les pressions qui s'y exercent. Par la sensibilité viscérale, interoceptive, il connaît les pressions exercées sur ses organes et leur distension. Il est capable d'analyser les messages de ses récepteurs, d'estimer le degré de plaisir des sensations, le sens des manipulations. Très vite, il sait ce que ressent la personne qui le tient et reconnaît ce qu'il aime. On ne dira jamais assez les jouissances orgasmiques, les moments de bonheur absolu que provoque le corps à corps, le peau à peau,
Toute notre vie, nous rechercherons ces voluptés, ces joies extrêmes. Liées aux premières expériences érotiques orales, la chaleur du corps de la mère fait partie des sensations agréables. Projeté nu, un ventre tropical sur une planète froide, le petit de l'homme découvre avec le froid et la faim ce qu'il y a de pire au monde, d'autant que son système de thermorégulation, encore précaire, le défend mal contre le froid. Les animaux nouveau-nés sont également frileux. Les oisillons, les poussins par exemple, se nichent sous l'aile de leur mère et les petits des mammifères se serrent contre son corps. Faute de mère, les petits se blottissent pêle-mêle. S'il veut sauver la couvée ou la nichée, l'éleveur doit apporter une chaleur extérieure. L'enfant jubile quand il découvre, puis retrouve, le bain de chaleur des bras maternels. Associé au plaisir oral, la chaleur fait du corps de la mère le lieu de toutes les jouissances. C'est à sa peau qu'il doit ce bien-être. Il sera conditionné à vie au bienfait de la chaleur, devenu une composante des plaisirs du corps. L'adulte recherche une partenaire chaleureux de cœur, et dans la chaleur du corps, la fait fondre de plaisir. La femme, tout particulièrement, demande à son amant de la réchauffer. Il est remarquable de constater que la chaleur extérieure, qui est une agréable excitation de la thermosensibilité cutanée, rejoint la vasodilatation, source de chaleur interne induite par le plaisir. La chaleur est plus que jamais le symbole de l'amour. Non contents de déclarer leur flamme, les fiancés veulent fonder un foyer. Au total, l'action de la mère érotise toutes les activités du bébé, les fonctions fondamentales dont dépend sa vie, comme le manger, le boire, le sommeil, les soins de la toilette et de l'habillement, les apprentissages du langage, de la marche et du contrôle du sphincter. Manger, c'est plus que se nourrir, se laver, plus que se faire propre, marcher, plus qu'avancer. Tout est jeu et plaisir. Par la mère, le corps entier s'érotise, la sensualité s'épanouit, les sens se fertilisent. C'est à cette époque qu'éclosent ou se créent les multiples zones érogènes de chacun. Par la peau s'apprend l'amour. Véritablement, la relation entre l'enfant et la mère est le prototype de toutes les relations amoureuses ultérieures. Des premières expériences de plaisir vécues au sein de cette relation privilégiée dépendent l'équilibre caractériel et le comportement sexuel futur. C'est dans la relation interpersonnelle avec la mère, ses sensations diverses, que l'enfant établit ses premières relations et ses premières communications. L'attachement intime de l'enfant à la mère est la source de nombreuses réponses affectives, apprises puis généralisées. Harlow, The Maternal Affectional System of Rhesus Monkeys. C'est par la peau que s'apprend l'amour. C'est par la peau principalement que nous sommes devenus des êtres aimants. On n'apprend pas à aimer dans les livres, mais en étant aimé. Ashley Montagu. Le contact cutané est tout à la fois une émotion, une communication, une sécurisation. C'est aussi une fusion et, mieux, une symbiose. L'alimentation du nourrisson, sa toilette, son coucher ne sont pas simplement des soins diététiques et hygiéniques dispensés dans une neutralité réciproque. Ces activités sont fortement imprégnées d'éroticité et d'affectivité. Toute une gamme d'émotions s'y développe, relevant du plaisir, du bien-être, de la joie. L'échange affectif, dès les premiers mois de la vie, prend les pas sur les activités nutritives qui commandent pourtant la survie. Les caresses affectueuses sont alors aussi nécessaires que les aliments. La vie durant, les contacts cutanés conservent une charge émotionnelle. Dès que le contact peau à peau dépasse la poignée de main, l'impact émotionnel et affectif est toujours considérable. Pierre Bourg. A fortiori, les rapports cutanés entre la femme et l'homme ne sont pas de banales prestations de services matériels et sexuels. Ils sont fortement chargés de sentimentalité. La peau est source de sentiments. Les sentiments se transmettent et les contacts sont une véritable communication.
Par sa peau, le nourrisson ressent les états de sa mère, son amour, sa sollicitude, mais aussi son manque de tendresse, son angoisse, sa fatigue. Inversement, la mère pressent par le contact si son enfant va bien ou mal. Chez les adultes, il n'y a pas que les aveugles qui entendent ou parlent par la peau. Un contact en dit souvent plus long qu'un discours, surtout entre amoureux. Le contact signifie souvent « apaise-toi, mon enfant ». Il assure à l'enfant que le monde extérieur agresse de 1000 façons la meilleure sécurisation. Il est réellement un havre de sécurité. L'enfant, comme les petits singes observés par Harlow, apprend progressivement à s'éloigner du port pour des excursions de plus en plus audacieuses, mais au moindre désagrément, il court s'y réfugier. Les adultes conservent le besoin de recourir aux bras d'un autre humain quand la fatigue, les soucis, les déceptions les atteignent, quand le malheur les frappe. Homme ou femme, nous aimons être enlacés, embrassés par quelqu'un en qui nous avons confiance. Cet étroit contact apaise et réconforte. Le bébé, comme l'amant l'amante, s'endorme contre le sein rassénérant, sécurisé. Parfois, le contact est si étroit entre mère et nourrisson qu'il devient fusion. Par la bouche, par les mains, par toute la surface de son corps, bébé absorbe sa mère. La tétée est cette occasion unique pour le nourrisson de rendre sa mère sienne, dans l'intimité, en assimilant sa propre substance. Pierre Bourg. Selon les psychanalystes, il passe forcément par une phase cannibalique. À voir la voracité de certains nourrissons, on peut admettre qu'outre la faim, les anime aussi le fantasme de « manger maman ». Les amants et les amantes gardent ce bel appétit de lèvres et de dents pour le corps de leur partenaire. La chance de l'homme, c'est de retrouver l'objet du désir primitif, le sein féminin. Sans doute la femme transpose... Putain. Sans doute la... Sans doute la femme. Sans doute la femme transpose-t-elle son désir sur le pénis. Les mains s'éveillent progressivement, d'abord pour s'agripper au sein, puis elles explorent et saisissent tout ce qui est accessible du corps de la mère. Le toucher prime chez l'enfant. Un objet ne devient sien que s'il peut le manipuler. Les adultes gardent, malgré tout, cette primauté tactile, en particulier vis-à-vis du corps de l'aimé. Cette conduite de préhension, par la bouche et par les mains des amants, réactive le désir de fusion de l'enfant, fusion cutanée et psychique. Ils ne veulent plus faire qu'un seul corps, une seule âme. Le coït est l'espoir suprême d'unifier les deux entités, la tentation extrême de se fusionner. Sur un registre moins passionnel et moins métaphysique, l'union de deux peaux est l'éradication de la solitude. De même que le bébé dans son berceau souffrait d'être seul, l'adulte peut ressentir péniblement sa solitude. Chez l'un comme chez l'autre, le contact cutané est ce qu'il y a de plus réconfortant, de plus tangible dans la relation à deux. La relation mère-enfant n'est pas à sens unique, c'est une symbiose. Les bienfaits que dispense la mère, l'enfant les lui rend bien dans un échange sensuel et affectif. La maternité épanouit la sensualité et la tendresse de la femme, affirme sa personnalité, confirme sa féminité. Dans l'amour aussi, chacun trouve son compte, le caressé et le caressant. Celui qui donne est plus fort de ce qu'il a donné. Sa sensualité plus riche de ce qu'elle fertilise. À semer le plaisir, on récolte la joie. À offrir les caresses, on recueille la tendresse. Si la relation mère-enfant est un prototype, est-elle pour autant un modèle ? On peut répondre affirmativement pour la participation cutanée, les caresses,
les baisers, le corps à corps, le caractère ludique des échanges et l'altruisme de la mère. Mais il faut faire des réserves quant à l'aspect fusionnel, vécu par l'enfant principalement, et à l'égocentrisme de l'enfant. Une relation amoureuse adulte gagnerait à être plus autonome et plus altruiste, mais cela est une autre histoire. Vers l'âge de 7 ans, la résolution du complexe d'Œdipe met fin à cet amour fusionnel. L'enfant entre dans la période de latence des psychanalystes, qui est l'âge de raison des grands. Alors, au fil des années, va se défaire ce qui avait été fait, un mot d'ordre, ne pas toucher, et subséquemment, ne pas sentir. Parfois, le carnage avait été entrepris dès la prime enfance. Issu d'une enfance abreuvée de tendresse, faut-il qu'on l'aurait tapé sur les doigts pour que les adultes aient oublié le goût et l'art des caresses? Chapitre 2. Le besoin des caresses. Je demande à l'amour un climat tiède, caressant que la famille m'a refusé. André Mauroy. Chez l'enfant, les stimulations cutanées sont essentielles pour le développement harmonieux de son comportement psychique. Le besoin d'une stimulation tactile tendre est un besoin primaire qui doit être satisfait pour que le bébé se développe et devienne un être humain sain et équilibré. Ashley Montagu. L'équilibre psychique et physique de l'adulte requiert les mêmes sensations tactiles. La stimulation permanente de la peau sert à maintenir le tonus sensoriel, moteur et affectif. Tout se passe comme si le cerveau avait besoin d'excitation continue pour se maintenir en activité, comme s'il fallait sans cesse souffler sur le feu de la vie. C'est un besoin biologique fondamental. Cette nécessité d'une activation permanente du cerveau n'est pas une élucubration. Ce serait, selon les physiologistes, le rôle d'une partie du cerveau. La substance réticulée activatrice ascendante, SRAA. Dans le tronc cérébral, tige de l'encéphale, se trouve une substance réticulée groupée en une colonne coaxiale aux multiples ramifications. Elle centralise toutes les stimulations venues de l'extérieur et de l'intérieur, qui la maintiennent, de ce fait, en alerte. À son tour, elle envoie aux autres formations cérébrales, et en particulier au cortex et aux muscles, des messages. C'est ainsi que se maintiennent en activité les différentes fonctions nerveuses et le tonus des muscles. Sans cette activation, les uns et les autres s'endormiraient. On peut dire que notre état normal, c'est le sommeil, et que c'est le SRAA qui nous tient en état de veille. À ce besoin fondamental s'associe un conditionnement. Le plaisir de la caresse détermine le désir de la caresse. Chez le grand enfant et chez l'adulte, on retrouve deux situations. Où l'individu fut comblé et il veut retrouver l'empyrée, où il fut frustré et il se révèle insatiable, comme pour attraper le retard, à moins qu'il ne se soit retranché dans la carapace d'un dur. Le besoin de caresse est universel. Le manque de caresse chez l'animal. La plupart des animaux aiment les caresses de l'homme. Les animaux domestiques, chiens et chats en particulier, les réclament. Les animaux sauvages s'amadouent sous l'effet d'une main douce. Les dauphins, par exemple, apprécient qu'on leur gratte le dos. Entre eux, les animaux se livrent à d'incessants jeux de peau. Reniflements, morsures, corps à corps. Et que dire de leur jeu d'amour? Les singes, nos cousins, ont des attitudes quasiment humaines. Baisers, humages, palpations, étreintes, toilettage, épouillage, jeux divers, singes, nos propres communications tactiles. La stimulation cutanée la plus importante, chez les animaux, est le léchage. Soit qu'ils se lèchent eux-mêmes, autoléchage, soit qu'ils lèchent leurs petits, léchage d'amour. L'autoléchage n'a pas seulement pour but la toilette du pelage, des orifices naturels et des pattes. C'est surtout une autostimulation des systèmes vitaux digestifs, urinaires, respiratoires, circulaires, génitaux et nerveux.
Une expérience chez la rate gravide montre que l'autoléchage lui sert à se préparer au comportement maternel. Si l'on dispose autour de son cou un collier qui l'empêche de se lécher, elle sera incapable de construire un nid, tout comme elle ne saura pas nourrir ses petits. Ses glandes mammaires réduites, elle se sauvera à l'approche des nouveau-nés. Le léchage d'amour des petits, par la mère, n'est pas non plus un simple débarbouillage, comme l'a montré Ashley Montagu. C'est une stimulation vitale des différentes fonctions. Faute d'être léché, l'élimination urinaire et l'exonération intestinale sont bloquées, le petit meurt. Les responsables des zoos et des animaleries de laboratoire le savent bien qui, afin de permettre aux nouveau-nés séparés de leur mère de survivre, leur chatouillent les régions génitales et anales et les caressent. Les expériences de Harlow sur les singes sont des plus probantes. Dans une cage, il place à une extrémité un mannequin guenon, fait de grillages recouverts d'un épais lainage et chauffé par une lampe électrique. À l'autre extrémité, il place un mannequin de grillage nu et froid. Il dépose un bébé singe dans l'enceinte. Dans une première expérience, on place un biberon à distribution automatique sur le mannequin en laine. On observe que le bébé passe 18 heures sur 24 auprès de lui, et pas un instant près de celui en grillage nu. Dans une autre expérience, on place le biberon sur le substitut maternel en grillage nu, le bébé passe 1 heure près de lui et 7 à 16 heures près de celui en laine. La fonction maternelle ne se réduit donc pas à sa dimension alimentaire. La fonction est aussi de dispenser un contact physique agréable. La tétée assure non seulement un rôle nutritif, mais aussi un rôle affectif, comme le souligne Harlow qui extrapole aux humains. Certes, l'homme ne vit pas seulement de lait. Oui, il vit de contacts chauds, chaleureux, tendres. C'est le lait de la tendresse. Dans d'autres expériences, Harlow ne place que des mannequins en grillage pur. Les petits, alors, se recroquevillent sur eux-mêmes et sombrent dans une prostration dont ils ne sortent que pour sucer frénétiquement leurs pouces et leurs orteils ou se balancer inlassablement. Ils deviennent agressifs et s'automutilent. Plus tard, ces orphelins auront des comportements sociaux et sexuels perturbés. Mis en présence de leurs congénères, ils se révèlent inaptes au jeu et fuient les contacts. Mis en présence de mâles, les guenons ne se mettent pas en position copulatoire. Après la mise à bas, elles n'assument pas leur rôle de mère et demeurent indifférentes à leurs enfants. Ces perturbations seraient moindres ou absentes si l'on avait introduit dans la cage des bébés orphelins des enfants singes 1 heure par jour. Le léchage, ou ses équivalents sous d'autres formes de plaisir, est un des facteurs qui concourent à la formation de l'aptitude à aimer. Ashley Montagu. D'autres expérimentateurs, s'intéressant aux rats, ont montré que les animaux caressés sont détendus, calmes, souples, confiants et même audacieux. Leur apprentissage est meilleur, leur croissance plus rapide, leur résistance aux infections plus grande, leur cerveau plus lourd. Par contre, les rats recevant les soins minimaux, dans la stricte indifférence, sont tendus, agités, raides, craintifs et agressifs. Le besoin de caresse chez l'enfant. Le besoin de contact corporel est aussi irrépressible et fondamental que la faim, la soif et le sommeil. Pour épanouir son physique et son mental et obtenir une vitalité optima, l'enfant a besoin de stimulation cutanée. C'est dans le corps à corps avec sa mère qu'il reçoit le maximum de contact. Dans ses bras, il perçoit sa chaleur, sa douceur, ses vibrations. Il est bercé, caressé, cajolé, étreint. À son sein, en plus des sensations orales, il bénéficie des stimulations périorales sur son visage, son nez, son menton. De nombreuses observations prouvent que le manque de contact corporel nuit à la santé, à la croissance et au développement psychomoteur de l'enfant. Chez les prématurés en couveuse, la privation sensorielle est évidente. Leur isolement ne leur permet que le minimum de stimulation tactile et affective. Leur développement n'en est que plus difficile. Si on leur assure un maximum de caresses, le résultat est probant. Les enfants pleurent moins, gagnent plus vite du poids, grandissent plus rapidement et sont plus vifs. Dans les orphelinats américains, jusqu'au début de ce siècle, 90% des enfants mouraient avant l'âge d'1 an, après un lent dépérissement. Pourtant, leur alimentation et leur hygiène étaient irréprochables. Des médecins s'avisèrent qu'ils mouraient de manque d'amour.
Ils préconisèrent au personnel de les materner comme leurs propres enfants. La mortalité tomba à 10%. Dans les hôpitaux où ils séjournent longtemps, ou dans les orphelinats, les enfants présentent des retards de croissance et de développement psychomoteur. Leur peau est molle et pâle, leur comportement est curieux. Ils refusent le contact, restent raides dans les bras, ne sont pas câlins, ils sucent leurs pouces et se balancent. C'est qu'il leur manque le minimum de caresses, sans lequel un être ne peut s'épanouir. Les enfants nourris au sein pendant 6 mois ont un développement physique et psychique supérieur aux enfants nourris au biberon. Leurs tests de croissance révèlent de meilleures performances, leur résistance aux maladies est plus grande, l'acquisition du langage et de la marche plus précoce. Ces résultats ne sont pas seulement le fait d'une alimentation équilibrée, mais aussi de l'environnement tactile et affectif si sécurisant de la tétée. L'enfant mal caressé. Nous avons vu le cas des bébés frustrés de caresses par l'absence de leurs parents et plus particulièrement de leur mère. Hélas, un enfant peut vivre entre mère et père sans pour autant bénéficier de toute l'affection souhaitable. C'est le fait de mères immatures, anxieuses ou égoïstes, qui ne dispensent pas les contacts chaleureux et prolongés nécessaires, qui n'aiment pas profondément nourrir, caresser, baigner, langer, bercer. C'est aussi le fait de femmes qui n'ont pas le temps. Le plaisir étant indispensable à l'épanouissement de l'enfant, son manque va se faire douloureusement sentir. Pour tempérer sa souffrance, il fait appel à des substituts de caresses. Succion du pouce ou d'un quelconque objet, grattage du nez, titillation d'une mèche de cheveux, d'un tissu, étreinte d'une poupée ou d'un linge, balancement. L'enfant peut aussi crier sa souffrance dans le langage du corps, comme Spitz, le premier, l'a montré. Coliques, vomissements, asthme, eczéma sont souvent des manifestations psychosomatiques. L'absence de caresse, de la peau comme de l'âme, ayant fait de lui un écorché et un insécurisé, la caresse est un signe d'affection et gage de sécurité, l'enfant devra sécréter une carapace et s'endurcir s'il ne veut plus souffrir. Dès lors, ce « dur » ne pourra plus supporter les caresses. Quand viendra le temps de l'amour, il ne sera pas donné de douceur ni en recevoir. Ces gosses, mal dans leur peau, entretiennent avec leur propre corps des relations difficiles. Leur démarche est raide, balourde, leurs gestes parcimonieux, inharmonieux, mal adaptés, ils sont malhabiles. Leur relation avec autrui n'est guère meilleure. Rustres, ils manquent de tact, maladroits, ils verbalisent mal leurs émotions, taciturnes, ils fuient le dialogue, gauches et empruntés, ils s'empêtrent dans les gestes simples de l'affection, comme de prendre la main de l'autre ou de le tenir dans ses bras. On ne conseillera jamais assez aux parents de prodiguer le maximum de contacts tendres à leur enfant. À l'origine, il faut tempérer la violence de la naissance, comme l'a préconisé Frédéric Le Boyer. Ensuite, il faut assurer l'allaitement au sein le plus longtemps possible et pratiquer le corps à corps nu. Les vêtements diminuent les sensations tactiles. Pratiquer des massages en s'aidant du beau livre Chantala. Déplacer l'enfant non plus dans un landau, mais dans un sac porté à même le thorax ou le dos des parents, comme chez les peuples primitifs. Tout l'avenir de nos enfants, de notre civilisation, en dépend. Tous les sadiques et les tortionnaires sont des mal caressés. L'adulte mal caressé. L'adulte pâtit des frustrations des temps passés, dont les effets se perpétuent, et subit celles des temps présents si son amant-amante n'est pas caressant. En réaction à ces privations, il peut, comme l'enfant, faire appel à des palliatifs ou traduire sa souffrance dans le langage du corps. Les palliatifs sont les bains où il passe plus de temps que nécessaire à sa propreté, afin de prolonger le suave enveloppement de sa peau par l'eau chaude. De plus, cette immersion réactualise, dans les couches profondes de sa mémoire, la vie intra-utérine et les tubes de l'enfance. Les bains de mer et les bains de soleil jouent le même rôle. La passion de nos contemporains pour les caresses marines ou solaires traduit, sans doute, l'âpreté de la vie et une carence de tendresse.
tout comme l'adoption croissante d'animaux domestiques, sert de substitut à la caresse et à la chaleur humaine. Enfin, le recours à la consultation médicale ou aux soins des kinésithérapeutes n'est pas étranger. Dans bien des cas, à l'insatisfaction des besoins tactiles. Quand l'inconscient a décidé de somatiser l'anxiété de frustration affective, c'est souvent au niveau de la peau qu'il le fait. Prurit divers, urticaire, eczéma, acné, psoriasis, chute des cheveux en sont les manifestations les plus courantes. Les liaisons prurigineuses peuvent être interprétées comme un appel violent de la peau. Le désir affleure à la peau, un besoin d'amour réprimé ou une demande à être touché. Cette supplique ne pourra être rejetée. Le sujet, ne pouvant plus résister, se gratte ou se fait toucher par le médecin. Ainsi est obtenue la stimulation agréable recherchée. Se gratter est un plaisir universel et les animaux le pratiquent le plus souvent qu'ils n'ont de puce. Selon Grodek, voici ce qu'il faut entendre d'un eczéma. Vois donc comme ma peau désire être doucement chatouillée. Il y a un charme si merveilleux dans un léger attouchement, et personne ne me caresse. Comprends-moi, viens-moi en aide. Comment pourrais-je mieux exprimer mon désir que par ces égratignures auxquelles je me force ? Le livre du Ça, Grodek. La symbolique des maladies de peau contient d'autres messages, particulièrement bien étudiés par Spitz chez l'enfant. Lacombe, cité par Bourg, exposa le cas d'une femme victime d'un mariage de convenance et dont l'alliance déterminait une démangeaison. Cette protestation cutanée s'adressait à sa mère qui ne l'avait pas protégée et à son mari. Elle s'amenda lorsque la malheureuse acquit une chienne à qui elle dispensa force caresses, et guérit le jour où elle posa les mains sur le cuir du bureau de son analyste, établissant ainsi un contact indirect avec la main du médecin. L'anxiété provoquée, ou renforcée, par l'insatisfaction tactile ou affective, peut provoquer des contractures musculaires douloureuses, en particulier au niveau des muscles vertébraux postérieurs. Nombre de cervicalgies, dorsalgies ou lombalgies, qualifiées injustement de rhumatisme ou de névralgie, ne sont que des douleurs spastiques de carence en caresse. Les viscères peuvent également cristalliser les rancœurs. Asthme, gastrite, dyskinésie biliaire, colite, colibacillose, douleurs d'ovaires ou d'utérus correspondent à des spasmes ou des congestions d'organes susceptibles d'apparaître chez les êtres sevrés de caresses. Et combien de migraineuses sont les victimes d'un homme sans tendresse, et combien d'ulcéreux sont les martyrs de femmes revêches ou égoïstes. Nous trouvons ici tout le cortège des maladies psychosomatiques, si bien étudiées par Freud, Grodek et Balint. La privation de caresses, traduction de l'absence ou de la pauvreté de l'amour reçu, engendre l'anxiété. De l'anxiété à la névrose d'organes, il n'y a qu'un pas, que choisissent de franchir certains individus, les fonctionnels. On retrouve, dans l'attitude physique et le comportement de ces adultes mal caressés, les mêmes réserves, rigidités et maladresses qui s'esquissaient chez l'enfant et qui sont à leur comble chez certains vieux garçons ou vieilles filles, ou chez les conjointes acariâtres et les époux renfrognés. Dans la relation de la femme et de l'homme, à son stade intime et ultime, la sexualité, la peau entre en jeu dans toute l'étendue de sa surface et dans toutes les nuances et tous les degrés de sa sensibilité. Jeu d'amour, jeu de peau. Il est donc prévisible que ceux qui sont, de par leur enfance, des blessés de la peau, auront des perturbations sensuelles. De l'anorexie. Les anorexiques de la peau n'aiment ni donner ni recevoir de caresses, et ils sont peu généreux de leur corps. On ne peut donner ce que l'on n'a pas reçu. En étant bercé, embrassé, caressé, on apprend à cajoler, embrasser, caresser. D'avoir été nourri tendrement, tenu chaleureusement dans les bras, baigné joyeusement, induit dans un comportement sexuel oblatif, épanoui. Inversement, la parcimonie des manipulations, leur froideur, la perception pour le bébé de massages désagréables, insécurisants, engendrent une activité sexuelle dénuée d'imagination, d'expansivité, de chaleur. Beaucoup d'hommes manifestent un réel refus de caresses parce qu'ils ont été élevés durement.
à la boulimie. Lowen a montré que l'enfant, dont les besoins de contact n'ont pas été comblés dans la période préverbale, puis réprimés dans la seconde enfance, ressentira un besoin excessif d'être pris dans les bras et câliné. Adulte, il demeure insatiable de caresses et angoissé de les voir cesser. Beaucoup de femmes, qui avaient souffert d'une carence de tendresse tactile dans leur enfance, se livrent à des recherches effrénées d'activités sexuelles et restent toujours sur leur faim, victimes non d'une hypertrophie du désir sexuel, ni d'une nymphomanie, mais d'une frustration énorme de stimuli tactiles. Elles sont en quête folle de leur propre corps.